Chers téléspectateurs, comme promis la fois passée, il fallait que le professeur Mulungulungu James revienne compte tenu de la pertinence, mais de l'intérêt que tout le monde attache au secteur minier. Parce que le secteur minier, il faut dire quand même, on n'en parle pas assez, mais voilà une opportunité. En tout cas, 3 publications par un écrivain, dont un auteur, je veux dire, dans le secteur. Il faut d'abord dire bravo parce qu'il a enrichi non seulement nos bibliothèques, mais au moins il nourrit le commun des mortels à apprendre, disons, quelque chose dedans. Mais aussi, on va ouvrir une parenthèse sur son ouvrage « Comment réussir sa vie » parce que tout le monde aspire à réussir sa vie. Je ne sais pas si quelqu'un qui me suit en ce moment aspire à échouer dans sa vie, mais je crois que le professeur Mulungulungu James vous donne l'opportunité comment réussir sa vie. Mais nous faisons la suite de notre première émission, donc l'émission précédente où nous vous avions promis qu'on allait poursuivre parce qu'on n'avait pas tout épuisé. Professeur, encore une fois, bienvenue. Merci. Pourquoi envisagez-vous une nouvelle révision du code minier à peine, je l'ai dit la fois passée, de sa révision comme vous le suggérez dans l'ouvrage, mais aussi dans les articles du code minier. Perspective de réforme, c'est ça. Pourquoi encore préconisez-vous cela alors qu'il n'y a pas longtemps? Ben oui, cette question revient très souvent. Même quand je discute avec certaines personnes, lorsque je dis que la loi du 11 juillet 2002, telle que modifiée et complétée par la loi du 9 mars 2018, devrait subir une autre modification ou une nouvelle révision, ça paraît comme une folie. Les gens s'étonnent. Ils disent, mais à peine 2 ans, la loi venait d'être publiée et vous envisagez déjà la réforme. Je dis, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas revoir une loi dont certains articles ont été rédigés sans le respect des principes de la légistique, ou une loi comportant des mots qui minent son existence et même son essence. Voilà, à la suite de l'analyse minutieuse de cette loi, le code minier révisé, je suis arrivé au constat que ce code devrait être révisé. Tout simplement, comme je l'ai dit, je ne cesserai de le dire, le non-respect de la légistique a rendu inintelligible certaines dispositions du code minier. Cet état de choses résulte de la confusion qui est due à l'imprécision de certaines dispositions, à la contradiction entre les articles, au renvoi incorrect ou inexact à des articles autres que ceux en rapport avec la question traitée, à l'emploi des expressions ambiguës ou inappropriées, à des mauvaises ou à des fausses affirmations, à l'omission des éléments substantiels qui auraient dû aider le lecteur à comprendre cette loi. Il y a eu ces omissions. Alors l'ensemble de tout ça, pour moi, ce sont des mots qui méritent d'être corrigés. Je veux passer par la démonstration. Prenons le cas de l'imprécision. Lorsque vous prenez l'article 10, littéra A, on vous dit le ministre de Mines peut octroyer ou refuser d'octroyer les droits miniers et de carrière autres que celles des matériaux de construction à usage courant. Mais le législateur ne dit pas s'il s'agit de quel type de carrière. Parce que nous avons 2 types de carrières. Il y a les carrières de recherche et les carrières d'exploitation. Mais lorsqu'il s'agit des carrières de recherche, le ministre des Mines, ce n'est pas le ministre des Mines qui octroie. C'est plutôt le ministre provincial de Mines qui octroie ces carrières. Mais là, le législateur ne précise pas. Ça crée une confusion en disant tout simplement que le ministre octroie les droits de carrière sans préciser s'il s'agit de carrière de recherche ou d'exploitation. C'est l'imprécision, une des imprécisions. La deuxième imprécision, lorsque vous prenez l'article 123 de ce même code, on dit
toute demande, c'est en matière de la demande au titre d'agrément des comptoirs d'achat et de vente des substances minérales d'exploitation artisanale. Cet article dit que la demande doit être adressée à la direction des mines. C'est faux. Le législateur aurait dû préciser en disant que la demande doit être adressée au ministre de Mines via ou par le biais de la direction des mines. C'est encore une autre imprécision qu'il faudrait corriger pour rendre le texte lisible. Je vais à la contradiction entre les articles. Vous prenez l'article 153. L'article 153, littéra A, qui affirme que le chef des divisions provinciales de mines peut octroyer les autorisations d'exploitation. Alors que c'est faux, parce que cet article entre en contradiction avec l'article 11 bis, littéra H du Code minier qui dit expressis verbis que c'est le ministre provincial de mines qui octroie les autorisations de recherche des produits de carrière et les autorisations d'exploitation de carrière pour les matériaux de construction à usage courant. Alors j'évolue. J'ai démontré l'imprécision, j'ai démontré la contradiction, je vais démontrer les renvois incorrects qui se trouvent dans le Code minier. Vous prenez le même article 123. Le législateur vous renvoie à l'article, lorsque vous lisez le début, on dit toute demande d'agrément au titre de comptoir d'achat est adressée à la direction des mines par la personne éligible. Alors le législateur renvoie à l'article 25, alinéa 2 du Code minier. Lorsque vous allez à l'article 25, alinéa 2, vous vous rendez compte qu'il s'agit là des missions confiées à un mandataire de mines et carrière. Il ne s'agit pas de l'éligibilité au titre de comptoir d'achat, qui est précisé plutôt, non pas à l'article, comme dit le législateur, à l'article 25, alinéa 2, mais c'est plutôt à l'article 26, alinéa 3. Et ça doit être corrigé. Je évolue. Vous prenez l'article 226, en ce qui concerne les échantillons. Le législateur renvoie à l'article 50, alinéa 3 du Code minier, qui parle pour les législateurs, semble-t-il, qui doit parler de limite de la quantité qui doit être exportée lorsqu'il s'agit des échantillons. Mais là encore, ce n'est pas exact. Le renvoi est incorrect parce qu'à l'article 50 du Code minier, il n'existe même pas l'alinéa 3. L'article 50 ne comporte qu'un seul alinéa. C'est plutôt, le législateur aurait dû renvoyer à l'article 50 bis, alinéa 5 du Code minier, qui parle du volume, du nombre, de quantité des échantillons qui sont susceptibles d'être exportés. Je vais terminer cette gymnastique par l'article 143. L'article 143 en matière de la preuve des capacités financières. Cet article vous renvoie pour toute preuve, l'établissement de toute preuve, à l'article 58, alinéa 2 à 4. Je dis c'est faux, ça n'existe pas. L'alinéa 4 à l'article 58. Il s'agit plutôt de l'article 58, alinéa 2 et 3 et non 2 à 4. Donc vous voyez là, on est dans les cas de renvoi incorrects qui doivent être corrigés. Je prends l'hypothèse le cas des expressions ambiguës ou inappropriées. Vous prenez l'article 76. Dans cet article, le législateur utilise tantôt la décision de rejet, tantôt la décision de refus. Au fait, le lecteur doit retenir quoi concrètement? C'est ce que je dis, dans la rédaction, on doit éviter des expressions ambiguës. Or, dans la pratique, je suis dans le secteur des mines, ça fait 15 ans, plus d'ailleurs, je n'ai jamais vu un arrêté de rejet d'un droit minier ou d'octroi d'un droit minier. Il s'agit plutôt d'arrêtés de refus. Les ministres signent toujours les arrêtés de refus d'octroi. Alors cette expression de rejet devrait être écartée pour éviter toute confusion. Et lorsque vous allez à l'article 206, l'article est relatif à la découverte des éléments du patrimoine culturel congolais.
Mais vous remarquerez, le législateur, dans le corps, il dit en cas de mise à jour des éléments de patrimoine, alors qu'il ne s'agit pas de mise à jour. Il s'agit de mise au jour. Parce qu'il y a une différence entre mettre à jour et mettre au jour. Oui. Mettre à jour renvoie à l'actualité, lorsque vous actualisez. Et mettre au jour, c'est découvrir. Mais quelqu'un qui lit le texte sera dans la confusion finalement. Il s'agit de mettre en cas de mise à jour ou en cas de mise au jour. Le législateur qui a utilisé une expression inappropriée, en cas de mise à jour, on devrait corriger pour reprendre l'expression en cas de mise au jour. Je vais aux fausses affirmations. Je vais prendre le cas de l'article 45, alinéa 7, là où on dit le ministre de Mines notifie la décision d'octroi ou de refus d'octroi d'un droit minier ou de carrière. Encore, c'est une fausse affirmation, parce que ce n'est pas le ministre de Mines qui notifie, c'est plutôt le cadastre minier. Dans ses prérogatives, c'est le cadastre minier qui notifie les décisions d'octroi, tout simplement parce que la lettre des notifications est toujours accompagnée d'une note de débit des droits superficiels pour atta temporis qui doit être payé. C'est à l'issue du dépôt de la preuve des paiements des droits superficiels pour atta temporis que le cadastre minier va établir. Donc dire que c'est le ministre qui notifie, et d'ailleurs cette imprécision ou cette fausse affirmation a conduit dans la pratique à des sérieuses interprétations que faisaient les opérateurs miniers. Ils s'appuyaient sur cet article pour aller directement au niveau du ministère chercher la notification, alors qu'ils devaient attendre que l'arrêté signé soit transmis au cadastre minier et que le cadastre minier, qui a la prérogative, devrait notifier. Alors tout ça doit être corrigé. Je vais chuter pour prendre le cas des omissions. Vous prenez l'article 315. On dit le recours judiciaire parmi les matières reprises. On parle de l'empiètement entre les titulaires de droits miniers. Le législateur s'arrête là. Ça peut créer encore la confusion. Le législateur a omis de mettre et de carrière, parce que l'empiètement ne concerne pas que les titulaires de droits miniers. Les titulaires de carrière aussi, il peut y avoir. Vous voyez, M. Jules, que face à tous ces mots, j'ai regroupé 50 articles dans les articles du Code minier perspective de réforme que j'ai estimé, après mes analyses, devraient subir une nouvelle réforme, disons une nouvelle modification, ou devaient être amendés pour rendre ce texte lisible et compréhensible par tous. Et voilà, chers téléspectateurs, on a voyagé, on a été dans un auditoire, n'est-ce pas, télévisé bien entendu, avec le professeur Chims Mulungulu Nashinda, qui est praticien dans le secteur du droit minier, praticien de droit minier depuis 2006. Il l'a rappelé, mais je dois aussi vous rappeler qu'il est professeur associé à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Au fait, c'est le portrait qui précède toujours l'émission, qui vous l'ai dit, mais là je suis revenu. Pourquoi? Parce que sa connaissance des droits miniers, en tout cas, parfois nous laisse nous laisse ébahis. Et là, il est en train en même temps de vous mettre au jour pour la connaissance et les informations sur le droit, bien qu'il y ait déjà, il préconise des perspectives de réforme, c'est-à-dire ça nécessite d'être mis à jour. Vous l'avez suivi, il faut bien le suivre avec attention. Mais professeur, une autre question. Quelles sont les nouveautés dans le code minier après sa modification? Oui, le code minier contient beaucoup d'innovations, mais il faut déjà dire que à côté des innovations, il y a des points négatifs. Personnellement, je trouve que ce sont des reculs par rapport à la loi de 2002, cette modification. Les points positifs, les innovations, il y en a beaucoup. Et si je commence à étaler toutes les innovations, on ne finira pas l'émission. Mais permettez-moi de ramasser... Oui, à titre illustratif. Oui, il y a par exemple l'institution
des nouveaux services. Avec le code minier révisé, nous avons l'institution du fonds minier pour les générations futures. Le législateur a jugé bon qu'une partie des recettes de la redevance minière devrait être épargnée pour qu'à la fin, qu'on puisse utiliser ça pour les générations futures. C'est quelque chose de positif, mais dans la pratique, ça risque de poser un problème dans un pays comme la République démocratique du Congo, où on sait que les recettes provenant du secteur minier sont le plus souvent en deçà des besoins globaux de la population. Or, le fonds minier pour la génération future, c'est un fonds qui devrait être appliqué dans des pays où les recettes qui proviennent du secteur minier peuvent couvrir les besoins d'intérêt général, ce qui n'est pas le cas pour la RDC. Mais bon, voyons voir avec la mise en place de ce fonds minier, puisque là encore ça tarde. J'espère que dans la mise en place des mandataires, on pourra finalement mettre les animateurs de cet établissement pour permettre au service géologique, là je vais chuter, pour dire la deuxième innovation, c'est l'institution de ce service, par exemple, le service géologique national du Congo, oui, qui est chargé finalement à la cartographie géologique assistée par télédétection. Et ce service devrait procéder aux levées géophysiques et aux études géochimiques. Et également, c'est ce service qui devait procéder à l'investigation du sol et du sous-sol en vue de l'identification des indices des gîtes minéraux et de carrières. Est-ce que vous pouvez faire ou montrer la ligne de démarcation claire et nette entre le service géologique national et le cadastre minier? Très bien. Avant l'institution de ce service, au fait, beaucoup de gens confondaient le cadastre minier avec ce service parce qu'il y a des gens qui venaient au cadastre minier pour dire j'ai besoin d'exploiter. Mais vous voulez exploiter, quand on posait la question, vous voulez exploiter où? Ils ne savaient même pas où ils voulaient exploiter. Ils pensaient qu'au niveau du cadastre minier, le cadastre minier disposait des éléments ou des données géologiques qui pouvaient leur permettre sur base desquelles ils pouvaient fonder leur demande de droit minier. Or, cette tâche-là est réservée au service géologique congolais, qui doit en principe disposer d'une banque nationale des données géologiques, comme c'est le cas en Algérie. Lorsque vous prenez la loi algérienne, à son article 4-1er, la loi du 24 février 2014, la loi minière algérienne, vous verrez, le législateur a d'ailleurs bien défini la Banque nationale des données géologiques. J'ai aimé cette définition, c'est comme ça que cette définition est reprise dans le code minier commenté et annoté. Je vais prendre la deuxième innovation. Oui. La deuxième innovation, c'est la collaboration étroite entre le ministère de Mines et le ministère de l'Environnement et des Affaires sociales. Avant la modification du code minier, la protection de l'environnement était confiée exclusivement au ministère de Mines à travers la direction chargée de la protection de l'environnement minier. Mais avec la modification du code minier, le législateur a voulu qu'il y ait maintenant une étroite collaboration entre le ministère de Mines et le ministère de l'Environnement à travers l'Agence congolaise de l'environnement et le ministère des Affaires sociales. La troisième innovation, je vais prendre ça comme ça, la hausse du taux de la redevance. Avant la modification du code minier, les métaux non ferreux, par exemple, le taux était de 2%. Avec la révision, le taux est passé à 3,5%. Les métaux précieux, le taux était à 2,5%. Aujourd'hui, c'est fixé à 3,5%. Les pierres précieuses, dont le taux était à 4%, aujourd'hui c'est à 6%. Il y a une autre catégorie des substances dites stratégiques qui comprend le cobalt, le germanium et la colombo-tantalite qu'on appelle communément le coltan.
cette catégorie des substances dites stratégiques dont le taux est aujourd'hui fixé à 10%. Je prends une autre innovation, c'est l'élargissement des acteurs miniers assujettis à la redevance minière. Avant la modification du code minier, seul le titulaire du permis d'exploitation était assujetti à la redevance minière. Mais avec la modification du code minier, il y a d'autres opérateurs miniers qui payent la redevance minière. Il y a non seulement les titulaires du permis d'exploitation, il y a le titulaire du permis d'exploitation dérégé, le titulaire du permis d'exploitation de petites mines, les titulaires de l'autorisation d'exploitation des carrières permanentes et les entités de traitement ou de transformation. Vous voyez que c'est un avantage. Pourquoi? Tout simplement, plus il y a des assujettis à la redevance minière, plus il y aura des recettes fiscales qui vont augmenter. Une autre innovation, c'est la dotation pour contribution au projet de développement. Aujourd'hui, avec le code minier, le législateur a voulu qu'il soit retenu 0,3% du chiffre d'affaires du titulaire qui vient investir. Cet argent, ce pourcentage, devrait servir au projet de développement communautaire pour les populations qui sont affectées par le projet minier. C'est un point de plus. Il y a une autre innovation, le paiement direct de la quotité de la redevance réservée aux administrations décentralisées. Avant la modification du code minier, la redevance c'était 60 pour le pouvoir central, 25 pour la province et puis 15 pour l'entité décentralisée. Mais avec la modification du code minier, on a retiré 10% qui revient au pouvoir central pour donner ça au fonds minier. Mais l'avantage ici, c'est que avant, l'argent était versé dans le compte du trésor public, c'est-à-dire le pouvoir central, c'est lui qui recevait l'argent et avait l'obligation de les restituer aux autres administrations décentralisées. Ce qui ne se faisait pas, malheureusement. C'est comme ça qu'on a décidé que l'argent soit directement alloué à chaque administration décentralisée. Mais là, je vois que vous voulez m'arrêter. Non, mais même pas. Permettez, parce que là, je suis en train de parler des innovations, des points positifs. Oui. Mais il n'y a pas que des points positifs, il y a aussi des points négatifs. Tout à fait. Alors, permettez-moi très rapidement, je vais prendre deux seulement pour ne pas... parce qu'on n'a plus que 3 minutes. Oui, je vais prendre deux, si vous permettez, très rapidement. L'exclusion des personnes physiques des opérations minières. Avant la modification du code minier, il était prévu que, comme on l'avait dit à la première émission, vous et moi, en tant que personnes physiques, on était autorisés à se livrer aux activités minières par la détention d'un titre minier. Malheureusement, avec le code minier, le législateur a décidé que la personne physique ne peut plus détenir un titre minier. Tout simplement parce qu'il semblerait que la personne physique n'a pas suffisamment de moyens pour mener les recherches. Je dis c'est un faux débat, parce qu'il y a des personnes physiques. Vous prenez, je veux pas, il y a beaucoup de Congolais qui ont l'argent. Je ne veux pas citer les noms de gens ici pour ne pas bousculer certaines susceptibilités. Je prends le cas de Bill Gates par exemple. Bill Gates en tant qu'individu, il pèse des millions, des milliards. Est-ce que s'il était congolais, qu'est-ce qu'on allait avancer comme argument? Qu'il n'a pas la capacité financière? Je dis c'est un faux argument. En plus de ça, cela vient même contredire l'idée première de législateur de 2002 qui voulait promouvoir la classe moyenne. C'est-à-dire, le législateur de 2002 avait pensé juste qu'un Congolais qui a ses moyens pouvait aussi se livrer aux activités minières par la détention de titres miniers. Et tout cela a créé le désordre. C'est comme ça que toutes ces personnes, comme ils ne peuvent plus détenir un titre, la plupart sont allés à l'exploitation artisanale. C'est comme ça qu'aujourd'hui on a une kyrielle de coopératives minières répandues ça et là. Ça crée même un désordre, vous n'avez pas l'idée. Et le deuxième point, je voulais insister sur la possibilité de déroger aux règles en matière fiscale. Je dois rappeler aux téléspectateurs de la RTNC qu'il est important
pour la crédibilité d'un état de droit, que les lois soient respectées et appliquées de façon universelle. Avant la modification du code minier, le législateur avait créé une certaine uniformité dans les conditions d'opération des projets miniers. Avec sa modification, le code minier, s'il met fin au régime conventionnel, crée en même temps les conditions d'une application différenciée des dispositions fiscales. En effet, la loi du 9 mars 2018, modifiant et complétant la loi du 11 juillet 2002, permet des exceptions. Ainsi, l'alinéa 3 de l'article 220 autorise le Premier ministre à accorder un certain nombre de mesures incitatives à l'endroit des provinces souffrant des déficits d'infrastructures pour booster leur essor économique à partir des ressources minières. Là où je trouve que c'est dangereux, parce que cet état des choses ouvre une brèche que les sociétés minières peuvent utiliser par un lobbying au niveau provincial ou directement auprès du Premier ministre pour obtenir des exonérations fiscales. Si l'on veut, si l'on tient, si l'on désire aider les provinces qui souffrent des déficits d'infrastructures, il faudrait envisager l'insertion des dites mesures dans le code minier lors de la prochaine réforme. Ce sera juste de procéder de cette façon plutôt que de laisser au Premier ministre toute la latitude de décider de l'opportunité d'accorder de telles mesures ou non. Ce qui risque d'ouvrir la voie, outre au favoritisme, à la corruption dans les secteurs miniers très décriés. Et pour pallier une telle mesure, à caractère visiblement discriminatoire, il importera de légiférenda de supprimer l'alinéa 3 de l'article 220 qui autorise le Premier ministre à offrir des mesures incitatives en dérogation aux règles établies dans le Code minier. Voilà, je crois que ceux qui s'intéressent au secteur et qui pensent au développement de notre pays par rapport à ce secteur, je crois qu'ils tiendront compte des innovations, ils tiendront compte de vos publications. Et je crois qu'on a fini. Vous allez faire un petit exercice, si la réalisation peut nous accorder 1 minute pour que vous puissiez réagir en une fois et on termine. Parce que j'aurais voulu savoir si la vulgarisation inscrite dans les 100 jours du chef de l'État, 100 premiers jours bien sûr de son mandat, serait une solution, n'est-ce pas, une voie de sortie par rapport à ce qui est décrié dans le secteur minier. Ça en est une. Et puis aussi les ouvrages, vous venez de mettre à la disposition de la masse des ouvrages de qualité et je dirais même qui détiennent le secteur minier dans les articles profonds, mais aussi, si vous pouvez, dire un mot, c'est-à-dire quel message vous livrerez aux autorités qui vous auraient peut-être suivi à travers cette émission ou bien qui vous auraient lu à travers ces ouvrages. J'aimerais quand même que vous placiez un mot, mais pourquoi pas aussi comment ces ouvrages ont été accueillis et comment les avoir. C'est beaucoup, hein, mais juste un exercice d'entraînement mental en termes. Là déjà, je ne cesserai de le dire que le chef de l'État a eu une idée ingénieuse. Ça m'a impressionné, ça, pour la première fois dans une allocution, d'entendre le chef de l'État faire d'un texte qui réglemente un secteur vital de l'économie du pays, d'en faire tout un programme. Parce que la vulgarisation a été inscrite. Mais dans le fait, il n'y a rien qui s'est fait concrètement. Moi, je ne sens pas dans les faits comment cette vulgarisation est menée par les services attitrés. Moi, je ne suis pas responsable d'un des services, mais en tant que Congolais, je m'étais senti interpellé. C'est comme ça que moi, à ma manière, j'ai produit ces ouvrages. Ça vient contribuer à cette vulgarisation dont le chef de l'État fait son cheval de bataille. Les ouvrages sont là, surtout le code minier commenté à noter. Moi, je demande aux autorités, je suis prêt à céder mon droit d'auteur pour que cet ouvrage soit traduit dans toutes les 4 langues
et pourquoi pas soit distribué dans les coins reculés du pays, pour que cette matière, pour que les dispositions du code minier qui sont expliquées en d'autres mots, avec des expressions simples, claires, pour faire comprendre, pour rendre le texte lisible auprès de la population, que ça soit multiplié, que ça soit distribué. Ça va participer, je viens à ma manière participer à cette vulgarisation, et c'est ainsi, si cette vulgarisation est menée comme il le faut, je pense qu'on peut avoir bon espoir de donner la lumière au secteur minier qui semble être relégué au second plan, ce qui n'est pas normal, alors que le pays, la RDC, est foncièrement à vocation minière. Merci professeur, merci praticien du secteur minier, donc de 3 miniers, parce que vous avez fait montre des capacités et surtout de la richesse que vous avez en la matière. Alors on va terminer. Je ne sais pas si à l'avenir vous serez disposé à revenir. Revenir dans quel sens? C'est-à-dire en biblioforum, entouré de quelques lecteurs, de quelques observateurs du quotidien, pour répondre à leurs préoccupations, toujours en marge de ces ouvrages que vous venez de publier, parce que je me dis, il y a des choses qu'il faudrait peut-être dire, il y a des entreprises, des sociétés minières qui existent, il y a des coopératives, mais tantôt il y a un régime qui passe, l'autre qui arrive, on crée parfois de nouvelles sociétés, tout ça sont des problèmes. C'est l'amalgame, pardon, je voulais l'amalgame de tout ce que nous connaissons dans les secteurs. Si vous êtes disposé, dites-nous un mot et un dernier mot aux téléspectateurs internes. Ben oui, je suis disposé parce que c'est tout ce que j'ai de mieux à offrir à cette population. Ma petite connaissance dans le secteur des mines. À tout moment, vous oubliez que je suis enseignant. Ouais. Et donc moi, ça ne me gênerait pas de faire cet échange de questions-réponses avec la population. Mais permettez-moi aussi de remercier la RTNC, parce que contrairement à certaines chaînes, la RTNC est venue vers moi. Okay. Et moi, je tiens à féliciter la nouvelle équipe de la RTNC. Je ne suis pas en train de faire leur publicité. Mais non, mais je trouve que la démarche, ça m'a impressionné. Le fait de voir une chaîne nationale qui vient chercher un auteur pour que l'auteur explique à la population, mette sa connaissance à la disposition de la population, c'est quelque chose à louer. Je félicite la nouvelle équipe de continuer sur cette lancée. Okay. À tout moment, je suis disposé. Merci, professeur. Et le temps pour nous de dire merci également aux compatriotes de Londres qui nous ont beaucoup appelés, messieurs Lolingo et Lolis. En tout cas, merci de votre réconfort. Je crois qu'on ne va pas baisser les bras pour vous offrir des productions de qualité dans les domaines dans le monde du livre, mais dans les différents secteurs. C'est le cas dans le domaine, dans le secteur minier avec le professeur Mulungulungu Chims Nashinda. Donc au moins vous êtes ressourcés. Chers téléspectateurs, portez-vous bien, à la prochaine.